Bienvenue sur C'est maintenant. Ça va pas aller, arrête. C'est mort. Bienvenue sur C'est maintenant. Bienvenue sur C'est maintenant. Bienvenue sur C'est maintenant. Alors, on commence. Bonjour et bienvenue dans le podcast C'est maintenant. Je suis Jacqueline. Et je suis Jean-Marc. Chaque mercredi et chaque dimanche, nous vous partageons avec authenticité, simplicité et bonne humeur les questions, les réflexions personnelles et les outils concrets qui, selon nous, permettent de mieux vivre les phases de transition personnelle et professionnelle. Chaque épisode est une invitation à reconnecter avec ce qui est essentiel pour vous et à laisser les plus belles parts de vous s'exprimer librement. Et si cela vous plaît, nous vous invitons à partager les épisodes avec vos amis et vos proches qui en auraient besoin. Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, offrir une note ou un commentaire nous aide aussi grandement à faire connaître cette émission et ça nous encourage à continuer. Et vous pouvez bien sûr nous poser toutes vos questions dans un formulaire confidentiel sur jeanmarcterrel.com/podcast. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 16e épisode. Nous continuons notre exploration autour des fondations de la confiance en soi. Nous avons, au cours des épisodes précédents, des 8 épisodes précédents, traité le sujet de la bienveillance, d'apprendre à se pardonner ses erreurs. Et aujourd'hui, le thème de notre épisode, donc, c'est cultiver la résilience à travers l'autocompassion, c'est-à-dire à travers le fait de s'amener de la douceur. Comment l'autocompassion peut-elle être un outil puissant pour développer la résilience face aux échecs et aux rejets ? C'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui avec Jacqueline. Jacqueline, tu as choisi une inspiration pour démarrer ce podcast avec une citation ? J'en ai choisi une. Bonjour tout le monde. Celle que j'ai choisie dit ceci: chaque échec est une leçon. Si vous n'êtes pas prêt à échouer, vous n'êtes pas prêt à apprendre. Waouh! Citation d'origine inconnue, j'allais dire d'un inconnu ou d'une inconnue, mais d'origine inconnue, ouais. Exactement. Ok, qu'est-ce que ça t'inspire ? Je me suis posé la question en la lisant si vraiment j'avais appris dans ma vie à échouer. Simplement déjà. Et que je me suis questionnée sur est-ce qu'on n'est jamais prêt en fait à échouer ou est-ce que, enfin voilà, comment ça se construit à l'intérieur de nous. Et j'ai grandi dans une famille où j'ai été encouragée à faire toutes sortes de choses, où j'ai été accueillie aussi dans ce qui me faisait mal, ce qui me faisait peur. Mais je me suis quand même questionnée sur quelles ont été les choses qu'on m'a dites ou que j'ai apprises à propos de l'échec et d'apprendre à échouer, comme étant un ingrédient qui me permet d'apprendre en fait. Et je suis pas sûre vraiment d'avoir vu ça ou appris ça dans ma jeune enfance. Et j'ai un peu l'impression d'avoir vécu un premier échec et puis un deuxième, et puis d'en avoir tiré les leçons ou les conséquences sur le moment même. Mais en amont, tu vois, est-ce que j'ai vraiment été encouragée à me planter, à échouer, à réessayer ? Je sais pas très bien comment ça s'est construit au final. Donc voilà ce que ça me dit. Ce que ça m'a fait penser directement. Alors oui, je suis convaincue que chaque échec est une leçon, qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Aussi douloureux soit, ou aussi intense soit l'échec, il y a toujours quelque chose à apprendre. Voilà ce que ça m'évoque. Ok. Moi, te connaissant, il y a plein de choses qui me viennent sur la façon dont tu as appris l'échec, mais si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Voilà. Et toi, qu'est-ce que ça t'évoque ?
Qu'est-ce que ça m'évoque? Chaque échec est une leçon. Si vous n'êtes pas prêt à échouer, vous n'êtes pas prêt à apprendre. La première chose qui me vient à l'esprit, en fait, lorsque je lis ça, c'est que pour moi, l'apprentissage de l'échec fait partie, en fait, de l'enfance. C'est-à-dire que avant même que nous ne sachions vraiment parler, communiquer avec le monde, parmi les premières choses que nous allons apprendre dans notre vie, nous passons, de mon point de vue, nécessairement par des phases d'échec. Par exemple, lorsque, petit enfant, je commence à me lever sur mes deux jambes pour apprendre à marcher, je vais faire face à l'échec. Alors, bien sûr, je n'ai pas les capacités cognitives à ce moment-là dans ma vie pour qualifier le fait que c'est un échec, et sans doute que la vision que la plupart d'entre nous ont, une fois un peu d'expérience acquise et un peu de matière découverte dans la vie, la vision que beaucoup d'entre nous ont de l'échec est une vision entachée de jugement. Il y a souvent, en particulier dans notre culture, l'idée de quelque chose de négatif dans l'échec. L'échec est quelque chose de négatif pour beaucoup d'entre nous. Mais peut-être on aura l'occasion d'en discuter tout au long de cet épisode. L'échec n'est pas pour moi synonyme de quelque chose de négatif. C'est quelque chose de positif. Et dans l'exemple que je viens de prendre, enfant, j'ai appris à essayer de me tenir debout sur mes jambes et je suis retombé. Il m'a fallu du temps pour apprendre à marcher. Et donc c'est en allant d'échec en échec, finalement, que j'ai appris à me tenir debout, peut-être d'abord en me déplaçant d'un meuble à un autre, de la table basse au canapé, ou peut-être de la poussette au meuble de la cuisine, et en me laissant retomber, j'ai des images qui me reviennent en fait de mes enfants, en me laissant retomber entre ces deux espaces séparés parfois juste de l'écartement des deux mains. J'ai appris à échouer. Donc pour moi, l'échec fait partie de la vie, fait partie intrinsèque de la vie. D'ailleurs, dans une perspective évolutionniste, si on pense un petit peu à la façon dont on imagine que le monde est devenu le monde, eh bien, l'apparition de la vie, le développement des espèces sont une longue suite d'échecs pour aboutir à ce que la vie est aujourd'hui, dans toutes ses manifestations. Et dans cette perspective-là, tout ce qui ne s'adapte pas finit par échouer, tout ce qui ne s'adapte pas finit par mourir ou par disparaître, et tout ce qui s'adapte suite aux échecs qui ont été rencontrés dans l'environnement, dans les relations, dans je sais pas, l'apprentissage de la chasse, l'apprentissage de la culture, les apprentissages sociaux à partir du moment où l'homme sort de sa grotte pour devenir un être social. Tout ça, en fait, est fait d'une longue et interminable suite d'échecs. Et ces échecs nous amènent là où nous sommes aujourd'hui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui c'est une réussite ? Eh bien oui. Sur plein de niveaux. Ce que nous vivons aujourd'hui est une réussite, et puis dans d'autres aspects, eh bien, la vie continue, et donc nous allons encore aujourd'hui d'échec en échec dans nos vies personnelles, dans notre vie sociale, dans notre vie professionnelle, et tout cela nous fait progresser. Donc, pour moi, je valide complètement le fait que chaque échec est une leçon, en tout cas que chaque échec contient une leçon, qu'on ne va d'ailleurs peut-être pas voir tout de suite, qu'on ne va peut-être pas percevoir tout de suite, mais il y a quelque chose à apprendre dans le fait d'échouer. Et donc la deuxième partie de la citation dit « Si vous n'êtes pas prêt à échouer, vous n'êtes pas prêt à apprendre ». Alors c'est peut-être un petit peu excessif, dans le sens où parfois j'apprends de mes échecs, mais j'étais pas prêt à échouer. Je me lance dans un projet, je me lance dans quelque chose, sans idée que je puisse vivre ou traverser un échec, et pourtant je vais vivre un échec, et je vais apprendre quelque chose de tout cela. Donc je suis pas sûr que le préalable, si vous n'êtes pas prêt à échouer, vous n'êtes pas prêt à apprendre. Ce que j'entends plutôt dans cette citation, c'est que c'est une invitation finalement à prendre des risques.
Voilà, j'ai des incertitudes dans la période dans laquelle je suis. Je suis en train de vivre une phase de transition personnelle, de couple, de famille, de lieu géographique, une phase de transition professionnelle peut-être. Et je dois avoir peut-être conscience quelque part que le chemin ne sera pas juste un chemin fait de crêtes et de sommets, mais qu'il y aura peut-être aussi des creux et des vallées, des moments difficiles, et que ces moments difficiles font partie du chemin. Et donc si j'aborde les choses dans cette perspective-là, je suis prêt à échouer sur le chemin sur lequel je désire avancer, alors ça veut dire que je suis prêt à apprendre, et sans doute que je suis plus facilement prêt à mettre en œuvre cette fameuse résilience qui fait partie de notre titre. Voilà ce que ça m'inspire. Eh ben, joli. C'est vrai que le si dans la citation laisse perplexe. C'est comme si c'était une condition. Une condition, exactement. Or, ça n'est pas nécessairement une condition. Non, c'est pas nécessairement une condition. Voilà. Combien y a-t-il de projets dans lesquels je me suis lancé, tu t'es lancé, nous nous sommes lancés, sans idée que, parfois sur des choses même toutes simples, décider de sortir une demi-heure avant la fin des fermetures des magasins pour aller faire des courses, et puis se dire que c'est bon, on va y arriver, et puis arriver, et puis le magasin est fermé. Ou décider de sortir pour aller faire quelque chose, et puis monter dans la voiture, et la voiture est en panne. Je m'attendais pas à échouer, en fait, à ce moment-là. Et pourtant, j'ai appris, dans le premier cas, qu'il faut que je parte un petit peu plus tôt, pour ne pas me retrouver avec une porte fermée. Et dans le second cas, que la mécanique, parfois, ou l'électronique ne fonctionne pas toujours comme il faut, et que la vie, elle est faite aussi d'imprévus. Donc pour moi, dans ces phases de transition que nous traversons, il y a cette difficulté que nous avons à finalement gérer nos échecs, si je peux dire. La difficulté à accepter l'échec comme faisant naturellement partie du chemin, comme faisant naturellement partie du processus d'apprentissage et de croissance. Et si j'ai peur d'échouer, parce que ça me renvoie à une partie de mon histoire, ou parce que j'imagine les conséquences dramatiques qu'un échec pourrait avoir, évidemment, ça va être beaucoup plus difficile finalement d'apprendre de nouvelles choses, d'oser apprendre de nouvelles choses. Mais que j'ai appris à marcher, à faire du vélo, à jouer d'un instrument de musique, que j'ai appris un métier, que j'ai appris à vivre avec ma conjointe ou mon conjoint, que j'ai appris à éduquer mes enfants, tout ça est fait d'échecs. L'échec est partout. L'échec est partout, je veux dire, tout le temps. Il fait partie, pour moi, intrinsèque de l'existence. Donc si vous vous reconnaissez dans cette difficulté à accepter l'échec, peut-être que c'est intéressant d'aller creuser les raisons pour lesquelles c'est le cas. Tu parlais tout à l'heure de ton enfance, que tu n'as pas souvenir dans ta petite enfance de situations dans lesquelles on t'a dit vas-y, go, quoi. Même si tes parents savaient que c'était pas forcément ton chemin, ou que c'était pas forcément ta voie, etc. Et pourtant, des situations comme ça, il en existe. Il y en a au moins une qui me vient avec ton parcours en école de commerce. Voilà, alors c'est pas dans la petite enfance, parce que manifestement, effectivement, tu as eu une petite enfance privilégiée, une adolescence privilégiée, mais l'échec fait partie, en fait, pleinement du chemin. Et parfois, on peut même se retrouver dans des situations d'échec qui ne sont pas des situations d'échec que nous avons nous-mêmes directement produites. Je donnais l'exemple de la voiture qui tombe en panne tout à l'heure. Quelque part, c'est pas moi qui ai fait en sorte que ma voiture tombe en panne au moment où je monte dedans pour filer à mon rendez-vous. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Mais dans la vie qui se déroule au quotidien, il y a aussi dans ce que j'imagine, je sais pas, de ce que devrait être ma famille. Et puis tout à coup, il se passe une situation où deux membres de la famille sont en dispute. Quelque chose qui me place moi face à l'échec de l'idéal, de la famille idéale que je m'étais imaginé. Ah non, ma famille n'est pas idéale. Et je vais devoir intégrer, accepter ça comme faisant passer une partie du processus. Et soit les membres de la famille vont se réconcilier, apprendre quelque chose, et on va ressortir plus fort ensemble de tout ça. Soit peut-être ça n'est juste pas possible, pour X ou Y raison, et il va y avoir une séparation. Et donc je vais vivre un échec, en fait, par rapport à l'idéal que je me fais de quelque chose. Un projet, une situation, une relation.
Et c'est pas forcément de mon fait, mais ça peut aussi, bien sûr, se produire dans ma vie. Ça fait partie pleinement, naturellement, pour moi, du processus d'apprentissage et de croissance. Sans ça, eh bien, soit je reste au sol, hein, et je crois que c'est Mandela qui disait je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est extraordinaire. Est-ce que Mandela s'est retrouvé en situation d'échec ? Regardez un biopic de la vie de Mandela, avec les années passées en prison, les passages à tabac, et tout ce qui se passait dans le pays à ce moment-là. Et oui, sans doute que beaucoup de ces situations n'étaient pas ni voulues, ni attendues, ni espérées, et pourtant elles se sont produites. Mais, avec la perspective qui était la sienne, eh bien, quelque chose d'extraordinaire s'est produit, c'est qu'il s'est libéré lui-même du joug d'une nation étrangère dans son pays, et il a contribué à la libération d'une nation tout entière. Donc on n'est peut-être pas tous des Mandela, mais sur le principe, le processus d'apprentissage, de mon point de vue, est le même. Mmh. T'es là? T'es avec moi, Jacqueline? Ouais, je suis en toute petite énergie. Okay. Je dois batailler là, pour de vrai. Donc voilà, on a dit qu'on était authentique, donc on va continuer notre podcast. Du coup, est-ce que cette situation te place en échec? En échec, presque d'une certaine façon, parce que effectivement j'ai l'impression de n'avoir pas grand-chose à dire. Ou en tout cas, l'échec il est perçu à ce moment-là où je te parle comme étant la manière dont je me suis embrayée en fait dans dans ce que j'avais à dire autour de la citation, et que j'avais pas vraiment pris le temps. En fait, j'ai sauté dans le podcast, vraiment comme ça un peu. Pourtant, je me suis préparée ce matin, mais j'ai quand même sauté dans le podcast. Et donc, ça me met d'une certaine façon face à un échec. Et je me dis, ok, en fait, je me sens pas ni aussi en forme, ni aussi performante, ni aussi en phase avec le podcast aujourd'hui. Et quoi ? Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Et je me disais, tiens, soit j'ai le choix de rester dans cette sensation d'échec qui me met pas très à l'aise, même physiquement, qui me fait tomber les épaules, qui est dans une forme de ok, à quoi ça rime, à quoi ça sert. Ou alors je me dis, ok, en fait, je peux aussi juste dire que je suis un peu tombée dedans par hasard ce matin et que je suis pas tellement alignée ou en phase et que je vais faire du mieux que je peux. Et donc laisser l'échec là où il était, donc juste avant, et me concentrer sur ce qui vient après. Et donc ne pas enfermer l'échec en fait, d'une certaine façon. Et je crois que des fois, moi, dans ma vie, j'ai comme enfermé l'échec. C'est-à-dire que j'ai vécu une situation et j'ai laissé à cette situation un pouvoir enfermant de rester dedans. Et de ce pouvoir enfermant de rester dedans, quand bien même c'était ni agréable, ni forcément fun, il y avait quelque chose en moi qui devait peut-être encore ruminer ou qui était conforté dans l'idée que c'est un échec, donc vraiment je n'en vaux pas la peine, je suis pas assez bien, je suis trop nulle, je suis trop ci, je suis trop ça, pas assez compétente. Donc, et à un moment donné, quelque chose m'a permis en fait de sortir de cet espace qui pour moi était un espace fermé, dans lequel d'une certaine façon, je marinais. Et ce quelque chose qui t'a permis de sortir, c'était quoi ? Je pense le ras-le-bol à un moment donné. Le ras-le-bol de me sentir en échec et puis de donner l'espace et le pouvoir à ce qui était désagréable de l'échec. Et à imaginer du coup que l'échec était aussi là pour me faire prendre un pas de hauteur ou un pas en avant et du coup sortir et aller voir d'autres choses. Donc c'est comme si l'échec m'avait propulsée dans une dimension d'exploratrice pour aller voir ailleurs, après, autrement. Ouais, c'est intéressant d'échanger, je trouve, autour de cette notion de l'échec. Pendant que tu parlais, là, me venait le fameux jeu d'échecs. Ouais, je trouve ça intéressant. Alors, c'est un jeu qui se joue à deux, évidemment, comme chacun le sait. Un jeu dans lequel il y a un gagnant et un perdant, forcément. Mais un jeu dans lequel, finalement, je vais apprendre à perdre un certain nombre de choses, à perdre un certain nombre de soldats, à perdre un certain nombre de pièces maîtresses, sans doute au cours de la partie, pour tenter, finalement, à travers tous ces échecs,
de réussir à gagner la partie. Et si je gagne la partie, c'est super, j'aurai appris un certain nombre de choses en cours de route sur les bonnes positions, les mauvaises positions, les bonnes stratégies, les mauvaises stratégies, mais la personne qui a perdu en face de moi aura aussi appris quelque chose. Elle aura été mise en échec jusqu'au bout, finalement, de la partie, mais dans cette partie où elle aura aussi perdu un certain nombre de positions, un certain nombre de pièces, elle pourra bien sûr tirer des leçons qui lui permettront ensuite de pouvoir continuer à jouer en ayant acquis de nouvelles compétences. Et dans le monde des échecs, il y a vraiment des livres qui décrivent les différentes phases en fait d'une partie et qui te permettent en fait d'apprendre ainsi des coups. Il y a des coups qui sont réputés comme étant des coups qui, si ton adversaire ne les connaît pas, va rapidement le mettre en échec. Mais des coups dans lesquels on va finalement prendre le temps de décortiquer les différentes phases d'une partie pour apprendre de ces différentes phases. Ah tiens, là j'ai déplacé mon fou à tel endroit, peut-être qu'il aurait mieux valu que je déplace mon cavalier ou que je déplace ma tour. Ça m'aurait permis en 2 coups, en 3 coups, ceci ou cela. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça me renvoie aussi à la notion de peur. Parce que quand je suis dans une partie d'échecs, je peux avoir peur de jouer un mauvais coup. Et dans ma vie de tous les jours, lorsque je suis en train de me lancer dans une nouvelle aventure, je peux aussi avoir peur de jouer un mauvais coup. Un coup qui ferait que je pourrais perdre quelque chose. Un coup qui ferait que je pourrais me retrouver dans une situation déstabilisante ou désagréable. Que cette situation soit relationnelle, financière, professionnelle ou autre. Une situation qui pourrait aussi, c'est quelque chose qui touche, on le sait, à un certain nombre des personnes qu'on accompagne, m'amener à perdre quelque part l'image qui est la mienne auprès des autres, et donc à être rejeté par les autres, avec une espèce de peur d'être rejeté pour les autres. Et du coup, cette peur, finalement, si je reprends l'image de la partie d'échecs, si j'ai peur d'échouer, mais il n'y a aucune possibilité de gagner, en fait. Non seulement il n'y a aucune possibilité de gagner, mais surtout, si je suis dans une paralysie, en fait, de jouer le coup d'après, la partie ne se terminera jamais. Et comme tu le dis, je serai dans une impossibilité de gagner. Même la possibilité même de gagner n'existe pas. Parce que je suis paralysé par la peur de prendre le risque de déplacer telle pièce, tel pion à tel endroit. Et pour reprendre l'analogie dans ma vie de tous les jours, je suis paralysé à l'idée de faire un choix. De décider finalement à un moment donné de ce que je devrais faire pour aller en direction de mes rêves. Ah là là, si ça s'était pas orienté vers moi, Jean-Marc Terrel. T'as senti l'énergie ? J'ai senti l'énergie. T'as senti l'énergie. Et donc, il peut y avoir quelque chose de paralysant. J'ose pas, j'ai peur, est-ce que c'est le bon choix, est-ce que c'est pas le bon choix, est-ce que... Et on peut se retrouver finalement comme ça, en phase de procrastination. La procrastination, c'est quelque chose que je connais en tant que perfectionniste qui se soigne. C'est je n'ose pas faire le pas d'après parce que c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Or, parfois, il faut se souvenir que un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas, comme le disait un sage. Donc voilà, cette peur, avoir conscience que je me retrouve dans une situation de paralysie, finalement, dans un moment de ma vie où je dois prendre des décisions qui sont des décisions importantes, peut m'amener finalement à stagner pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années, à rester dans cette espèce de... Comment t'as décrit ça ? Une espèce de chape ou de bulle. Tu me l'as montré avec les mains, donc c'est ce que j'ai retenu. Vous l'avez pas vu, mais être, comment tu disais, enserré ? Enfermé, voilà, ouais. À l'intérieur finalement d'une situation ou d'une perception d'un échec qui s'est déjà passé, ok, ou d'un échec possible face à une décision que j'ai à prendre aujourd'hui et maintenant. Et donc si je suis dans cette situation de peur, face au fait d'essayer quelque chose, face au fait de poser un acte, de poser une action, et dans le sujet qui t'a fait sourire juste avant, des actes et des actions, on en a posé beaucoup, ok, pour aller dans la direction de nos rêves. Néanmoins, si je reste coincé dans cette peur du rejet, dans cette paralysie de l'échec, eh bien ça va être très très compliqué de pouvoir poursuivre mon chemin, de pouvoir poursuivre des objectifs personnels.
D'autant plus si je laisse l'espace dans ma tête et dans mon cœur à un critique qui a un dialogue assez dévastateur, en vrai. Donc après un échec déjà vécu, on peut avoir vraiment un bavard un dialogue interne qui reste critique et puis qui peut rester critique longtemps. C'est ça que je disais avant, en fait, finalement, dans l'exemple que je donnais. C'est que suite à un échec, moi, j'ai des souvenirs d'avoir mon dialogue intérieur qui a été vraiment très, très, très dévastateur et très critique. Et à un moment donné, il a été tellement critique, je crois que finalement, il a été tellement critique que c'est peut-être ça qui m'a sauvée de dire non, mais là, ça suffit. Et puis, je n'ai pas envie de rester enfermée là-dedans. Mais pour autant, ça peut durer un certain temps. Parce que c'est alimenter des peurs, de la perte de l'estime de soi, de ce qu'on imagine de sa propre valeur. Enfin, il y a un tas de choses qui viennent qui viennent se bousculer là au milieu. Et voilà, ça peut prendre un certain temps pour finalement dire à ce critique interne qui est assez vindicatif de dire « Tu sais quoi, tu vas voir ailleurs, puis moi je poursuis ma route ». Un peu quelque chose comme ça. Ouais, puis ce critique, il renforce en plus le doute. C'est-à-dire qu'au lieu de nous aider à aller de l'avant, c'est ce que tu dis, quoi. Il nous enfonce, quoi, d'une certaine façon. Je m'enfonce moi-même avec mon propre critique intérieur qui me dit tu ne vas pas y arriver, tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela, tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas digne d'être aimé, etc., etc., etc. Et ça, finalement, ça va creuser le lit du doute, le lit de l'insuffisance, et m'amener à rester figé, fixé, dans une situation qui ne me convient pas, mais dont je ne sais pas comment faire, finalement, pour aller de l'avant et pour m'en sortir. Mais c'est ça, mais puis je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, que ça fait partie inhérente du processus d'apprentissage et puis de croissance personnelle, l'échec. Mais j'ai parfois la sensation qu'on voit l'échec comme un élément tout seul, en fait, figé, tout seul. Et puis que c'est vraiment difficile, même en accompagnant les enfants au quotidien, de leur dire « Mais ok, en fait l'échec vraiment fait partie du processus d'apprentissage et c'est pas parce qu'il y a un échec que d'abord il n'y en a pas eu avant et qu'il n'y en aura pas après, mais que les échecs tu les traverses et puis qui t'amènent toujours vers plus, vers mieux, vers plus loin, vers ailleurs. » Mais il y a certains échecs qui restent cuisants et puis desquels je trouve qu'il est plus difficile à sortir et qui du coup nous font plonger dans des abîmes de nous qui sont pas agréables, dans lesquels effectivement le doute prend une place importante. L'exemple que tu donnes me renvoie à cette question de tout à l'heure, est-ce que j'ai appris l'échec ou pas? Et je prenais l'exemple de la marche, de l'apprentissage du vélo, d'un instrument de musique, j'aurais pu parler du langage aussi. Voilà, au début, un enfant commence à parler, il est corrigé sans arrêt. Donc, s'il est corrigé sans arrêt, c'est que ce qu'il fait n'est pas OK, ou ce qu'il dit n'est pas OK, la façon dont il le fait ou il le dit n'est pas OK. Donc, c'est une situation d'échec à proprement parler. C'est je n'ai pas réussi à dire les choses comme il faut, et donc papa et maman me corrigent, ou peut-être mes frères et sœurs me corrigent, etc. Une autre façon dont je disais que pour moi l'échec fait partie inhérente de la vie, c'est finalement au travers de l'apprentissage du jeu, J-E-U, apprentissage du jeu qui va se faire dans l'enfance et qui va petit à petit construire l'apprentissage du jeu, J-E, l'apprentissage de l'ego. On apprend au travers du jeu ce que c'est que l'échec. En tant qu'enfant, on joue. Alors parfois on est dans des mondes imaginaires où on raconte des histoires, mais dès l'instant où on est sur des jeux dits de société ou des jeux collectifs, ne serait-ce qu'un jeu de ballon, un jeu tout simple, on va jouer au foot ou au fot, comme on dit ici en Suisse, et puis on doit aller marquer des points dans le camp adverse, eh bien il y a quelqu'un qui gagne, il y a quelqu'un qui perd, je veux dire. Donc l'échec au travers du jeu même fait partie pour moi des apprentissages. Simplement, nous n'en avons pas conscience de cette façon-là, parce que à ce moment-là, nous ne mettons pas tellement d'ego, nous ne mettons pas tellement de jugement sur la nature de l'échec. Ah c'est qu'un jeu. C'est le niveau d'importance que j'accorde finalement à une situation d'échec va d'une certaine façon déterminer les échecs que j'ai vécus dans ma vie et ceux que je n'ai pas a priori vécus dans ma vie. Et je trouve que c'est important d'avoir ça quelque part à l'esprit parce que finalement c'est moi qui détermine ce qui est un échec. D'une certaine façon, si tout est échec et que chaque situation d'échec m'amène vers un peu plus de croissance, alors pourquoi y a-t-il des situations dans ma vie qui sont tout à coup des échecs cuisants, comme on dit ?
Pourquoi ces situations-là et pas celle-ci? Pourquoi ce moment particulier dans ma vie et pas celui-là? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je me retrouve dans cette perspective de me dire « Oh là là, mais ça, c'est l'échec de ma vie » ou ça, putain, je me suis pris une tôle, je me suis pris un gadin, appelez ça comme vous voulez, mais ça, c'était vraiment une situation d'échec. Alors d'ailleurs que si on a vécu cette même situation avec peut-être une ou deux autres personnes, ou avec un collectif de gens, d'autres personnes qui auront vécu la même situation ne considéreront pas elles-mêmes ça comme un échec. Donc qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je considère qu'une situation est tout à coup cet échec incroyable en fait dans ma vie? Mais pour moi, c'est la représentation que j'ai de la réussite ou de ce qui est bien, en fait, qui fait qu'au moment où j'échoue, quelque chose est compliqué parce que ça me remet non seulement face à ce que j'avais imaginé pour le futur, donc dans une représentation, on va dire, idéale, et ça me met face aussi on revient toujours à cette histoire de comparaison, c'est-à-dire à une version idéalisée du monde et du monde dans lequel je suis et de moi-même. Et moi, j'ai l'impression que des échecs, oui, j'en ai connu dans ma vie et j'ai rebondi de ces échecs avec plus ou moins de joie, d'ardeur, de découverte et autres. Mais aujourd'hui, dans le fond, j'ai plus peur d'échouer que de l'échec lui-même. Ouais. C'est vraiment plus en amont. Et donc, quand je dis que j'ai peur d'échouer, c'est bien parce que j'ai une représentation idéale de ce qui devrait être vécu, fait, dit. Et c'est ça qui vient me confronter. Je reviens quand même au point que j'évoquais juste avant, parce que pour moi, il y a une prise de conscience, en fait, pendant que je suis en train de le dire là et d'essayer de le formuler. Si je regarde, en fait, les situations... alors moi, j'ai comme principe dans la vie, tu le sais, de dire que je ne regrette jamais rien. Et que pour moi, les regrets ne servent à rien. Que les situations aient amené tel ou tel type d'issue. J'ai pas l'habitude de m'attarder en fait sur le passé, c'est fini, c'est terminé. Mais si je devais quand même prendre le temps de dire ok, quels ont été les 2-3 échecs les plus cuisants de ma vie, et qu'est-ce qui fait que ces situations-là ont été des situations que j'ai étiquetées comme étant des situations d'échecs cuisants, eh bien je dirais que c'est la quantité de souffrance émotionnelle et psychologique que j'ai traversé, la quantité ou le niveau de souffrance émotionnelle, psychique que j'ai traversé dans ce moment qui pour moi est devenu un moment d'échec cuisant. Et c'est là où je dis que dans des situations d'échec collectif, par exemple, pour moi, de mon point de vue, 2 personnes peuvent vivre très précisément la même situation. Par exemple, c'est pas une situation qui m'a touché personnellement, mais c'est des situations que j'ai eues en accompagnement. Des gens partent le matin au travail, arrivent à la porte de l'atelier est fermé. Tout le personnel a été viré du jour au lendemain sans que personne n'ait été prévenu. Une personne va vivre cette situation-là comme un échec cuisant, avec des souffrances émotionnelles intenses, des souffrances psychiques intenses, liées à son éducation, sa culture, son histoire, sa situation du moment, ses besoins du moment, etc. Alors que un ou une de ses collègues qui vit la même situation va vivre ça comme une extraordinaire opportunité de faire enfin ce qu'elle rêve de faire, de changer de vie, d'entamer une nouvelle formation, de se lancer dans un nouveau métier. Même situation, extérieurement, mais 2 perceptions, 2 réalités complètement différentes. Et donc je pense que si on devait poser la question à ces 2 personnes de savoir qu'est-ce qui fait que pour toi c'est un échec et que pour toi c'est une réussite, ça aurait quelque chose à voir avec ce qui s'est passé au niveau émotionnel et au niveau psychique. Et si je regarde dans ma propre vie, les situations d'échec cuisants, ce sont des situations dans lesquelles j'étais pas armé à ce moment-là, je crois, tout simplement, où j'étais pas prêt, où j'étais pas suffisamment solide pour accueillir en fait la situation avec plus de capacité à rebondir. Je me suis éclaté en fait, clairement. Je me suis pris une grande baffe, une grande gifle. Et émotionnellement, ça a été particulièrement violent, particulièrement difficile. Psychiquement, ça a été violent et difficile. Et donc, j'ai vécu cette situation comme une situation d'échec important. Donc, voilà. Je dis pas que c'est la réponse, la bonne réponse, mais en tout cas, c'est ce qui me vient à la réflexion pendant qu'on est en train d'échanger ensemble sur ce sujet. En tout cas,
La grande question, quel que soit l'échec auquel nous allons faire face, finalement, c'est comment faire pour se remettre d'un moment comme ça? Comment faire pour se remettre d'une déception? Comment faire pour se remettre d'un revers? Comment faire pour se remettre d'un échec? Et peut-être que là, on a besoin de stratégie pour ça. On pourrait peut-être proposer quelques pistes à nos auditeurs. Qu'est-ce que tu en penses? Une des pistes, ce serait de reconnaître que l'échec et le rejet font partie intégrante de nos vies et accepter en fait que ces expériences, elles puissent être traversées, vécues sans jugement. Ça implique pour moi de faire de la place en fait à quelque chose qui n'est pas forcément agréable, à quelque chose qui est peut-être douloureux, mais ça implique de faire de la place pour que ça fasse partie intégrante et que je ne le place pas à l'extérieur de moi ou à l'extérieur de ma vie comme un élément qui va continuer potentiellement à venir me pourrir et à venir me gêner en fait au quotidien. Donc c'est vraiment, on a beaucoup débattu toi et moi avec le groupe dans le désert de faire de la place. Et il y a vraiment quelque chose pour moi de faire de la place, y compris à ces choses qui sont désagréables, pour pouvoir les intégrer en nous et en les intégrant en nous, à leur permettre comme de se composter en quelque chose qui va permettre de donner une nouvelle route, une nouvelle semence, un nouveau projet. Ouais. Une autre façon de dire ça, je dirais, c'est ce fameux proverbe qui dit on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Ouais, c'est vrai. C'est l'image qui me vient en fait. Donc reconnaître le fait que si je veux faire une omelette, je vais devoir casser des œufs, quoi. Ça fait partie du chemin. En effet. Une deuxième piste, c'est le dialogue interne. Traquer finalement toutes ces petites phrases qui émergent parce que j'ai peur d'échouer, parce que j'ai échoué. Tout ce dialogue interne négatif que nous pouvons entretenir dans les situations de changement, de transition. Et le traquer, ça veut dire pour moi en être conscient, parce que j'ai remarqué avec le temps et l'expérience que la plupart d'entre nous ont toujours le même type de dialogue interne négatif. Nous avons toujours les mêmes façons de mal nous traiter, d'une certaine façon. La maltraitance que nous nous octroyons, que nous nous faisons à nous-mêmes, est toujours un peu du même type. Et donc le type de dialogue interne négatif que nous avons est toujours un peu du même type. Voilà. Peut-être que pour certains, ce sera quelque chose du style « je suis une merde ». Peut-être que pour d'autres, c'est « je n'y arriverai jamais ». Je suis pas à la hauteur. Etc., etc., etc. Mais prendre conscience de ce dialogue interne et le transformer en des affirmations bienveillantes et motivantes avant de se lancer dans un projet, en se disant « ok, je vais casser des œufs, c'est normal, il faut ça pour faire une omelette », ou de le transformer après avoir vécu une situation de revers, une situation d'échec, et se dire « ok, au moins j'ai essayé », par exemple. Ou j'ai appris que 3 petits points, et ajouter l'affirmation positive qui va avec, ou quelque chose du style j'ai été capable d'essayer, etc., etc. Mais transformer en fait ce dialogue interne négatif en quelque chose de bienveillant et de positif envers soi-même, parce que nous en avons besoin, vous en avez besoin. Et dans la même vibe, j'allais dire, il y a le fait de célébrer en fait toutes ces tentatives, de célébrer, d'avoir le courage d'essayer, de célébrer, d'avoir l'envie de faire autrement, de célébrer le fait de vouloir arrêter parce qu'on n'en peut plus, mais juste déjà de célébrer en fait cette pulsion de vie à l'intérieur de nous qui dit que ok, en fait là il y a quelque chose qui doit changer, il y a quelque chose dont j'ai plus envie, il y a quelque chose que je veux faire autrement, et puis de tenter quoi, vraiment comme ben voilà, l'explorateur, lui, il célèbre déjà en fait sa quête de nouveaux territoires avant de démarrer son premier pas en fait à quelque part. Il se réjouit déjà de qu'est-ce qu'il va trouver plus tard. Et il y a quelque chose dans le fait de célébrer déjà le courage de tenter. Et dans ce qu'on est en train de vivre, toi et moi, dans nos pérégrinations, je crois qu'on n'a encore pas célébré le fait... On n'a encore pas vraiment célébré le fait d'oser continuer nos podcasts jour après jour, malgré nos énergies qui sont des fois un peu plus basses. Peut-être que ce serait une bonne journée aujourd'hui pour célébrer notre volonté de continuer, parce que le courage, ben voilà, on y est déjà, mais notre célébration de continuer dans cette voie, quand bien même on n'a pas forcément beaucoup de retours, mais qu'il y a quelque chose qui est nourri en toi, en moi. C'est ça, c'est indépendamment du résultat en fait. C'est ça. C'est pourquoi je fais ce que je fais, je le fais, finalement ce podcast on le fait avant tout pour nous.
d'une certaine façon, parce que ça nous permet d'échanger autour de thèmes qui nous passionnent tous les deux. Et bien sûr, on le met à disposition de toi qui nous écoutes, parce que on pense que ça peut peut-être être intéressant. Mais c'est vrai que comme on a finalement assez peu de retours à ce stade, c'est pas forcément évident en fait de savoir si on est dans les clous ou si on n'est pas dans les clous. Donc ouais, célébrer, c'est une bonne idée. Celebrate. Et puis une autre façon, aussi une autre piste, ça peut être après la fin d'une expérience négative, et avant de passer à quelque chose d'autre, de mettre en place un rituel de lâcher prise sur ce qui a été et qui n'est déjà plus, et sur ce qui vient et qui n'est pas encore. Et par exemple, rédiger sur un morceau de papier cette situation d'échec dans laquelle je me suis trouvé et la mettre au feu. Ou peindre à l'eau et avec une peinture non toxique quelque chose sur un galet qui symbolise en fait la situation que je viens de passer, et puis aller au bord d'un lac, de la mer, de l'océan, d'une rivière, et jeter au loin ce galet, etc. Il pourrait y avoir 1001 façons de faire, mais marquer en fait dans la matière, par un rituel de lâcher prise, le passage entre une situation négative et ce à quoi j'aspire dans l'avenir. Et nous, pour la petite histoire, on va proposer dans le cadre du réseau dans lequel je travaille avec le collectif de direction, en fin d'année, en fait, une fuck-up night. Ce sera une fuck-up après-midi plutôt. Mais l'idée, là aussi, c'est un rituel de lâcher prise. Et l'idée, ça va être devant, en fait, le collectif, de se mettre en avant et de raconter l'échec le plus cuisant professionnellement qu'on a vécu cette année. Et le collectif va célébrer, applaudir, crier, une foule en délire pour permettre à la personne vraiment de prendre de la hauteur et puis à quelque part de dédramatiser ce qui a été vécu pour célébrer ce qui va venir après. Donc voilà, peut-être que je vous raconterai ce que ça aura donné. Je me réjouis beaucoup de préparer ça pour mes collègues en tout cas. Magnifique. Quelques propositions créatives d'exercices à mettre concrètement en pratique, en œuvre dans votre vie. Tu veux commencer ou je commence ? Vas-y. Ok. Alors la première chose, on aime bien, vous savez, avec Jacqueline, si vous nous écoutez depuis un moment, vous proposez des exercices concrets, créatifs, avec qui mettent en œuvre vos talents artistiques. Alors je sais que quand je dis ça, il y a des gens qui vont dire « Oh là là là, les talents artistiques, moi j'ai aucun talent artistique, je suis pas une artiste, etc. » Donc c'est pour ça qu'on parle d'exercices créatifs. Donc l'idée là, c'est de créer un mantra visuel. Alors qu'est-ce que c'est un mantra visuel ? Un mantra visuel, l'objectif c'est que vous puissiez renforcer votre sentiment, votre pratique de douceur envers vous-même, d'autocompassion envers vous-même, en créant donc un mantra personnel de résilience. Alors, qu'est-ce que c'est ? L'idée, ça va être de choisir un mantra. Un mantra, donc c'est quelque chose qu'on répète, qui résonne en vous. Quelque chose de court et de puissant. Donc d'abord, vous trouvez une petite phrase courte et puissante qui résonne en vous et qui vous met en mouvement. Moi, pendant des années, j'ai fait des listes de citations inspirantes. Et je relisais régulièrement en fait des citations inspirantes. Ça peut être une façon comme ça. Mais si vous le créez vous-même, vous pouvez créer quelque chose du style je grandis à travers mes défis. Ou comme le disait Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, etc. Donc une citation ou une petite phrase que vous créez et qui vous parle. Puis vous allez aller fouiller dans des vieux magazines, dans des imprimés, des dessins, de façon à créer un collage visuel qui représente le mantra, la petite phrase donc que vous avez décidé de mettre en œuvre dans votre vie. Vous allez intégrer des images, vous allez y mettre des couleurs, peut-être vous allez ajouter des mots-clés qui symbolisent la résilience, donc c'est-à-dire votre capacité à dépasser l'échec, votre capacité à rebondir. Vous allez y mettre des choses qui symbolisent le courage, l'acceptation de vous-même, la douceur. Et puis, vous allez accrocher ce mantra visuel, donc avec sa petite phrase et toutes les représentations visuelles donc, que vous y aurez ajoutées dans un espace où vous le verrez chaque jour.
Ça peut être dans l'entrée de votre maison, ça peut être derrière la porte de vos toilettes, ça peut être bref, dans votre voiture, je n'en sais rien. À un endroit où vous allez le voir chaque jour, comme un rappel constant de l'engagement que vous prenez de vous offrir de la douceur et d'envisager l'avenir en termes positifs plutôt qu'en termes négatifs. Un autre exercice qu'on peut vous proposer, c'est de vous imaginer que vous allez être la personne qui va en shooting photo. Sauf que l'idée, c'est de vous créer une séance de photos d'autocompassion. L'objectif étant de faire des images de vous qui expriment l'autocompassion et la résilience. Alors, c'est à la fois simple et à la fois pas si simple que ça demande un peu d'organisation. Vous pouvez utiliser votre appareil de photo ou alors votre téléphone. L'idée, c'est de prendre des photos de vous-même dans des poses qui évoquent pour vous la douceur, la tendresse, la force, la joie. En fait, vraiment, de vous imaginer comme si vous aviez un photographe, mais que vous n'avez pas dans la pièce parce que vous allez utiliser votre téléphone ou votre appareil de photo. Enfin, vous pouvez le faire avec quelqu'un. Oui, vous pouvez aussi le faire avec quelqu'un, bien sûr. Mais l'idée, là, c'est peut-être de le faire dans un premier temps seul, parce que c'est quand même une démarche pas facile, hein, de se mettre en posture, en position de douceur, de bienveillance, d'amour, de tendresse avec soi-même et de se laisser photographier. Donc peut-être faites-le déjà pour vous-même dans un premier temps. Mais l'idée, c'est vraiment ça, de réfléchir à si une photo de moi devait raconter la douceur que je m'offre à moi-même, si une photo de moi devait décrire la force que j'ai envers moi-même, celle que je me donne, celle que je me gagne, celle que je me ressens, à quoi ressemblerait cette photo? Et du coup, de vous faire un shooting photo à la maison. Vous pouvez même en fait inclure des objets qui vous font du bien, choisir l'endroit. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent être créées en plus. Donc voilà, après l'idée c'est de vous créer un album ou un montage avec les photos que vous aurez prises comme une célébration visuelle que vous allez accrocher chez vous et qui va peut-être même, la prochaine fois que vous avez des visites, amener des questions ou des interrogations qui pourront peut-être aussi amener à un dialogue et un partage autour de la question de l'autocompassion. Magnifique idée. Un autre exercice créatif. Oui, celui-là, je l'aime bien. Le dernier qu'on vous propose, c'est la playlist Allumer le feu. Une playlist de la résilience. L'idée, c'est d'utiliser la musique comme un outil pour renforcer la résilience émotionnelle, effectivement. Le livre de la jungle, il en faut peu pour être heureux, et bien d'autres morceaux. On a des playlists, nous, comme ça, et qu'on passe d'ailleurs dans certains contextes. Hein, ouais. Si parmi celles et ceux qui nous écoutent, vous êtes déjà venus en retraite avec nous, vous savez qu'on a ce genre de propositions dans nos retraites. J'en dis pas plus parce que je voudrais pas révéler des choses à des gens qui sont pas encore venus avec nous, mais on utilise la musique vraiment comme un outil pour renforcer la résilience émotionnelle. Donc, c'est facile. Vous compilez une playlist de chansons qui vous évoquent les sentiments dont parlait Jacqueline tout à l'heure, la force, la joie, ça pourrait être aussi l'espoir, la récupération après un revers. Alors ça peut être n'importe quel style de musique. Ça peut être... Jacqueline est très fan de musique de film. Voilà, si vous avez des films que vous avez vus dont la musique vous inspire, faites ça aussi. Hein. Parfois, on a comme ça des musiques de films qui sont très, très inspirantes. Je pense à celle de Gladiator, par exemple. Voilà, bon, elle est tragique en même temps, mais voilà, quand on l'écoute, on se prend un coup de boost quand même à chaque fois. Et donc l'idée, c'est que à chaque fois que vous avez l'impression de ressentir cette espèce de sentiment, de revers, d'échec, de ce truc désagréable qui vous met au fond du trou, eh bien, vous passez votre playlist avec l'idée que chaque chanson, eh bien, vous l'avez choisie pour le message positif, pour la vibration positive qu'elle vous inspire et pour ce qu'elle éveille en vous en termes de force, d'autocompassion, de persévérance, de joie, etc. Et vous allez écouter cette playlist à chaque fois que vous vous sentez découragé par un échec ou par un rejet, et en vous rappelant que le chemin que vous avez parcouru jusqu'ici est un chemin qui a déjà été pavé de multiples défis et de multiples échecs, et que le chemin que vous avez encore à parcourir, eh bien, il est pavé des mêmes choses, mais c'est le seul chemin possible vers la réussite. Yes.
Et donc on est au bout de notre podcast du jour. Si vous souhaitez explorer encore davantage comment l'autocompassion peut vous aider en fait à développer la résilience envers vous-même, mais aussi envers les autres et face aux échecs, face aux rejets, vous pouvez vous abonner à notre podcast et nous suivre et nous laisser des petits commentaires si toutefois... Même des grands commentaires. Si toutefois ce qu'on vous partage résonne pour vous, on sera ravis de vous lire. Voilà. Ouais, vous pouvez vraiment nous aider en laissant une note sur les plateformes, en laissant un avis sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Ça aide en fait les plateformes à savoir que ce qu'on dit c'est pas complètement nul et que il y a des personnes qui apprécient. Et donc plus il y a de personnes qui apprécient, vous le savez, plus il y a de notes, plus il y a de commentaires et plus le message d'authenticité, de simplicité et de bonne humeur que nous cherchons à transmettre avec Jacqueline peut faire son chemin vers les bonnes personnes. Vous pouvez aussi nous laisser une question sur le site internet jeanmarcterrel.com/podcast. Il y a un formulaire confidentiel et on va faire une émission pour répondre à l'ensemble de vos questions, celles qui nous ont été posées jusque-là. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt. Faites-vous une belle journée, une belle soirée et à plus.